En tout cas, merci à tous de vous être rendus disponibles. Vous avez été vraiment nombreux à vous inscrire, donc c'est cool. On aime bien organiser ce petit webinaire. Alors idéalement, on aime bien l'organiser 2 fois par an, et puis en fonction de l'activité, malheureusement, on tend plus quand même vers une fois par an. Euh, L'idée en fait de ce webinaire, c'est de répondre à vos questions, de vous accompagner justement sur les potentielles recherches d'emploi dans le secteur de l'ESS si vous êtes en recherche d'emploi, de répondre à vos questions sur le monde du travail de l'ESS qui est en pleine évolution. Donc, quand on peut, on le fait de manière individuelle et puis on vous répond à chaque fois au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, on essaye. Et puis, 1 à 2 fois par an, on se dit que ça peut être l'occasion justement de répondre de manière collective. Euh, pour vous représenter rapidement, parce qu'il y en a peut-être qui ne nous connaissent pas et qui ont débarqué là un peu par hasard. Nous, Orientation Durable, on est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'économie sociale et solidaire. On a une quinzaine d'années d'existence. On est un cabinet à taille humaine. On est une équipe d'une quinzaine, une vingtaine de personnes. D'ailleurs, on ne s'est même pas présenté. Ouais, je vais peut-être commencer par ça. Moi, je suis Jérôme, moi, je suis directeur adjoint du cabinet, et puis Jean-Philippe, qui prendra la parole tout à l'heure, qui est le directeur du cabinet. Donc, on fait à peu près 130 recrutements par an. Dans l'idée, on est sur des recrutements variés. On a peut-être à peu près 60% de nos postes qui sont à dominante comité de direction, 40% qui ne le sont pas. Une grande majorité des postes en Île-de-France, mais pas que. On recrute vraiment un peu partout, dans toute la France, dans toutes les régions. On travaille sur les recrutements à l'international. Donc, si jamais vous êtes intéressé sur ce sujet, évidemment, on pourra en parler. Et puis également, évidemment, dans les dom-toms, et partout, quoi. Sur les secteurs, on va travailler avec pas tous les secteurs de l'ESS, mais une grande partie, c'est-à-dire aussi bien la solidarité internationale que l'habitat social, que l'insertion. Enfin voilà, on arrive à brasser une grande partie quand même de cet univers-là de l'ESS. Aujourd'hui, on va parler. Ça va être nous qui allons parler. Je suis désolé pour ceux qui avaient envie de prendre la parole. Mais pour des questions d'organisation, là, on est déjà un peu plus de 60. Donc, si on ouvre les micros, malheureusement, ça sera un petit peu compliqué. Mais par contre, on va être très attentif au chat. Donc, vous avez la possibilité tout au long de notre présentation de nous poser vos questions là-dessus. Dans la logique, on va plutôt vous présenter pas mal de choses pendant 45 minutes et ensuite on répondra aux questions. On va essayer de rendre ça le plus dynamique possible. Donc au fur et à mesure, on regardera ce que vous nous écrivez dans le chat et puis on répondra un peu au fur et à mesure à vos questions. Donc voilà à peu près la logique. Je te laisse prendre le relais, Jean-Philippe. Ouais. Bonjour tout le monde. Je précise également, hein, c'est un peu la raison d'être de ce webinaire, qu'on aimerait vraiment, on est une quinzaine à OD, avoir le temps de voir tous ceux et celles d'entre vous qui nous demandent des entretiens personnalisés tête à tête pour creuser vraiment chaque projet. Mais disons, c'est quelque chose qu'on n'a jamais voulu monétiser. On considère que ce serait pas très sain de vendre d'un côté au recruteur, de l'autre au candidat. Donc, on a un temps pour voir à peu près 5 ou 6 personnes par semaine et on doit avoir quelque chose certaines semaines comme 30, 40 personnes qui nous demandent les entretiens. Donc désolé, c'est pas de la mauvaise volonté de notre part, on essaye de voir le plus grand nombre et donc de faire ce type de webinaire où, comme l'a expliqué Jérôme, l'idée c'est qu'on vous présente de façon générale l'ESS en tant que secteur d'emploi avant d'avoir pas mal de temps pour répondre à vos questions, pour pouvoir parler des choses de façon un chouïa plus personnalisée. Je vais démarrer du coup avec, de façon générale, le type de profil recherché dans le STS à peu près par tous nos clients. Et notamment, c'est une bonne façon de le comprendre, les soucis que peuvent représenter les gens. Généralement, c'est la majeure partie des gens qui participent au webinaire, même si on parlera également de ce qu'il en est pour les profils qui sont déjà dans le SS. Le type de soucis qu'on est susceptible d'avoir ou que nos clients sont susceptibles d'avoir quand ils recrutent en direct, d'ailleurs, avec les profils issus du privé, ce qui peut vous permettre de réfléchir les uns et les autres à la façon de se positionner par rapport à ça. Le type de soucis qu'on peut avoir avec les gens qui ont une carrière uniquement dans le privé,
Le premier d'entre eux, ça va être d'une certaine façon confondre un petit peu toutes les familles de l'ESS. L'ESS, vous le savez, hein, c'est 10 à 15% des emplois en France. Donc, il y a vraiment de tout en termes de projets politiques, il y a vraiment de tout en termes de structure. Du coup, on a pas mal de personnes qui, bah déjà, quand elles abordent en disant moi je veux du sens, ça fait peur et ça fait peur à nos clients. Parce que aller chercher du sens chez les Restos du Cœur, c'est pas la même façon qu'aller chercher du sens chez Greenpeace. On a des gens, ils envisagent de rejoindre des structures du type resto et ils ont des envies de changement du système, des envies de changement systémique. Donc, ils vont être déçus en rejoignant les restos. Ou à l'opposé, s'ils veulent rejoindre Greenpeace et ils veulent des résultats rapides, Greenpeace, ce genre d'acteur, bah, ça bosse sur les agendas législatifs qui des fois sont sur 2, sur 5, sur 10 ans. Donc, un premier conseil, c'est d'éviter de trop parler de je veux du sens, qui en plus n'est pas un critère différenciant, parce qu'à peu près 7 milliards d'êtres humains veulent du sens d'une façon ou d'une autre, et le fait d'être un peu plus précis, au moins sur les grandes familles de structures, dans pourquoi vous avez envie de rejoindre la structure en question. La deuxième, c'est un très grand classique, c'est un effort salarial non assumé. Je m'explique, on avait fait il y a 2-3 ans, je crois, directeur du marketing de la revue Alternative économique, le magazine. On était à 50 000 bruts par an, après la discussion avec le client pour monter à 50 000. On avait des gens qui nous disaient, qui étaient directeurs marketing d'ailleurs d'une bonne partie des médias de français, et qui nous disaient, moi je suis à 90, je suis à 120, j'ai pas de souci demain pour passer à 50. Et c'est très rarement vrai. Et ça fait peur pour de bonnes raisons, parce qu'assez souvent, il y a quelqu'un qui va être touché par une situation, qui se dit, peut-être que la tradition judo-chrétienne joue un peu, je vais me sacrifier d'une façon ou d'une autre, et ça ne tient pas. D'expérience, ça ne tient pas quand l'effort n'est pas assumé. Donc, en termes d'effort salarial, bien sûr, y réfléchir et bien expliquer aux recruteurs au bon moment que c'est quelque chose qui est réfléchi s'il y a un effort salarial, que vous êtes un peu projeté par rapport à l'effort en question. Le troisième point, il est intéressant sociologiquement, c'est bosser dans le SS, c'est gérer ses attentes sociétales, mais gérer également les attentes sociétales des équipes, les attentes sociétales des collègues, qui ne sont pas forcément les mêmes. Surtout pour les postes, Jérôme l'a dit, on fait 60% de nos postes, c'est du codir, surtout pour les postes de management. Donc, ça va se concrétiser, par exemple, dans des structures. Si vous débarquez en disant on a signé un partenariat avec Coca, il y a une bonne partie des équipes, ça passe assez mal. Mais de la même façon, dans d'autres structures, vous dites on a refusé Coca pour des raisons éthiques. Il y a un autre type de profil, plus entrepreneurs sociaux, qui pensent qu'il faut bosser avec les multinationales pour changer les choses. C'est à eux que ça va poser un souci. Donc, de la part de nos clients, il y a une grosse attente de cette capacité de dialogue et de savoir dans quel moment il faut parler les yeux dans les yeux avec tel ou tel collègue et dans quel moment les nouvelles peuvent être annoncées en groupe ou dans quel moment il faut avoir un discours de type bon là les amis, la décision est déjà prise, nous on est salariés et il faut que ça avance. Un autre point où tout ce que vous pouvez mettre en avant dans votre parcours va rassurer les recruteurs, c'est la capacité à bosser avec un conseil d'administration et la capacité à bosser avec des bénévoles. À savoir, nous, parfois, on y reviendra avec Jérôme, mais sur les 130 recrutements, il y a la moitié des gens à peu près qui viennent du privé. Et nous, parfois, ce qui va nous permettre, ce qui va nous amener à nous dire tel profil, ça vaut le coup de le présenter aux clients. Ça va être juste une expérience bénévole 10, 20 ans en avant, des fois, dans une asso étudiante ou autre chose, mais qui montre que la personne, elle va avoir une réflexion sur comment se prend une décision dans un groupe de bénévoles, quelles sont les spécificités de bosser avec un groupe de bénévoles. Du coup, je commence à regarder les questions. Celles qu'on ne traitera pas Il pendant, on les traitera y, après. il y en a une, la première qui a Vas-y. été posée, je pense que ça va te plaire d'y répondre. C'est une question de Romain. Quels sont les profils qui effraient les recruteurs de l'ESS? Étant initialement issu des affaires et de grands groupes, le capitalisme, j'ai le sentiment de ne pas être le bienvenu. Donc, ça fait un petit peu office à ce que tu dis, mais est-ce que selon toi, il y a des profils qui font peur dans l'ESS au sens large? Il y a, dans les profils qui viennent du grand méchant capitalisme,
les premières raisons et de loin qui vont faire qu'ils sont rejetés parfois, et encore une fois, hein, nous, un profil sur deux vient du privé, donc il n'y a vraiment pas un rejet de fait. Les premières raisons, c'est celles que je viens d'exposer, qui sont des raisons techniques. Il y a parfois, en toute honnêteté, chez une partie de nos clients, un rejet plus symbolique, qui n'est pas forcément pertinent à notre sens, mais je me souviens d'une discussion avec un client qui, pour un poste RRH, il veut pas voir, je lui présente plusieurs profils et en gros, il en valide certains passer par des boîtes pas très connues et il me dit, par contre, je pense pas que ça vaille le coup de voir la fille qui est passée chez McDo, qui a passé 4-5 ans chez McDo. Et je lui dis, excusez-moi, mais il me semble que vous avez validé quelqu'un de chez Quick. Il est où le souci par rapport à ça? Et il m'explique, il me dit, je sais que on a des salariés, des bénévoles très militants de gauche, ainsi de suite, et que ça va rester la fille de McDo. Ça va être attaché à ça. Mais franchement, c'est un cas sur 6, un cas sur 7 où on a ce type de rejet, généralement et de plus en plus. Ça va être plutôt des raisons assez techniques qu'une raison idéologiste. Idéologiste, c'est ça, qui va faire que le profil est rejeté. Je rebondis également sur ce que dit Marie-Josée. Idem, cela donne l'impression que le SS a peur des compétences. Autour de ça, un truc intéressant sur votre positionnement. Je sais que ce n'est pas ce que veut dire Marie-Josée, mais je pense qu'il y a un truc derrière là-dessus, qui est, on a pas mal de profils qui arrivent en disant grosso modo dans la lettre de motivation, ainsi de suite, le SS, c'est mignon comme tout, mais la compétence, c'est chez nous, c'est dans le privé. Bonne nouvelle, j'arrive du privé, je vais vous expliquer comment doivent se passer les choses. Même si c'était vrai, mettez-vous à la place du récepteur qui se dit bah, il est super mignon quand même de penser qu'on ne sait pas ce que c'est une compétence. Deux, dans les faits, il y a quand même certains métiers, comme dans le privé, qui exigent des compétences assez fortes, des situations assez fortes. Et le SS, assez souvent, c'est le même taf qu'ailleurs. C'est-à-dire, si vous êtes DAF, bah, gérer les comptes, ça peut être pratique. Si vous êtes communicant, communicante, pouvoir avoir une bonne idée de l'image et de l'évolution de l'image de la structure, ça peut être utile. Et en plus, une dimension sociétale. Donc, on est plutôt dans une compétence supplémentaire qui va s'agréger au-dessus que dans le fait d'être à côté en termes de compétences. On vous dit ça, on est réaliste, toute l'équipe d'OD. On sait qu'en termes de présence sur les réseaux sociaux, en termes de pas mal de choses, le SS est souvent en retard par rapport à d'autres structures. Mais dans tous les cas de figure, le positionnement de type moi je sais parce que je viens du privé, c'est un pari très souvent super perdant. Je Si, reprends le suivi et je repasserai les questions. Sauf si tu veux rajouter un truc, Jérôme, pardon. ouais, pour compléter un petit peu, alors plus sur la dimension, est-ce que les personnes venant du privé font peur? Moi, je vais retourner un peu le sujet pour moi et ma perception. Alors oui, juste on précise, tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui, c'est notre vision d'orientation durable, hein. Ça ne veut pas dire que faut prendre forcément pour acquis tout ce qu'on vous raconte, hein. Vous avez le droit d'être pas d'accord évidemment avec ce qu'on dit. On aura plaisir d'en discuter, mais pour moi, c'est pas forcément le parcours issu du privé qui parfois peut faire peur ou qui peut bloquer les recruteurs, mais c'est parfois le manque d'acculturation à la culture de l'organisation dans laquelle vous postulez. Par exemple, il y a des organisations qui vont attendre, enfin qui vont avoir un très fort réseau militant, un très fort réseau bénévole, une culture de l'engagement très poussée. Si on n'arrive pas à avoir ça dans votre CV, dans votre parcours, c'est là où ça peut poser un frein. Donc c'est plus le fait de pas forcément avoir eu une expérience, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, dans le domaine ou dans le secteur dans lequel vous êtes intéressé pour travailler, finalement, que le fait que vous ayez un parcours 100% dans le secteur privé. Après, ça va dépendre des secteurs. Par exemple, l'entrepreneuriat social, qui se développe de plus en plus, qui recrute beaucoup. Eux, ils sont très ouverts aux personnes ayant un parcours du privé. À partir du moment où ils sont capables de démontrer qu'ils ont un intérêt pour le projet de l'association, de l'entreprise, peu importe le statut, c'est pas du tout un frein. C'est sûr que les organisations plus historiques, plus grosses, avec beaucoup de bénévolat à l'intérieur, généralement, c'est un peu plus difficile d'y rentrer quand on a un parcours 100% du privé
versus l'entrepreneuriat social qui, lui, est justement un peu plus ouvert généralement. Voilà. Hmm. Tu soulèves un point super important, c'est la diversité des cultures de travail dans l'ESS. On Mhm. a effectivement pas mal de recruteurs entrepreneurs sociaux ou si vous attaquez avec, là pour le coup, si vous attaquez avec un discours trop militant dans le sens militant de gauche, ça va bloquer le recrutement. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre dans le SS où il y a plusieurs cultures de travail qui vont faire que tel positionnement correspond ou au contraire, tel positionnement excusez-moi, provoque un rejet. Même chose chez nos clients plutôt catho, il va y avoir certaines attentes par rapport à ça. Ça va être très varié selon le type de culture. La bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois, très clairement, et le jeu en question est rigolo, on peut voir sur les annonces, on peut voir sur le site par la terminologie employée dans quelle grande famille idéologique on se trouve. Je continue sur les questions, d'autant plus que ça recoupe un petit peu des choses qu'on avait prévu de vous dire. Est-ce qu'il y a une barrière en termes d'âge ou de nombre d'années d'expérience professionnelle? On nous pose souvent la question, mais très très peu. Très sincèrement, très très peu. Il n'y a pas de blocage senior ou alors c'est vraiment assez rare. On l'a, mais de la même façon que dans le privé ou dans certains cas, ils vont se dire on a vraiment notre méthode, notre façon de bosser. Donc, si la personne est jeune, on va pouvoir la former à notre méthode, notre façon de bosser. Mais le plus souvent, de très loin, ils nous demandent de balancer deux types de profils. Ils disent envoyez-nous s'il vous plaît à la fois des gens, quelqu'un 30-35 ans qui est sous un plafond de verre, qui est N-, il sait que son N-1, son N+1 va pas bouger et on veut cette impatience d'aller faire les choses, à la fois des gens qui sont plus installés, qui vont plutôt rassurer nos partenaires. Le discours dominant chez nos clients, c'est vraiment celui-là. Quelles sont les compétences particulièrement recherchées? Les métiers les plus recherchés. Après, il y a un biais, hein, c'est les métiers pour lesquels ils vont être les plus amenés aussi à appeler un cabinet de recrutement. Les métiers de collecte de fonds et de fundraiser, très clairement, qui sont des métiers en grande partie avec une base marketing. Ça peut vous intéresser. C'est assez, des fois, il arrive qu'un client nous dit je veux un fundraiser, plutôt marketing B2C, business to consumer, donc aller choper de l'argent du côté des gens, donc très Internet. Ils vont nous dire je voudrais quelqu'un qui a 5 ans d'expérience de fundraiser en ONG. On va dire bah, à tel salaire, c'est pas possible. Mais par contre, on peut vous envoyer des gens qui viennent d'agences marketing classiques parce qu'à 70-80%, c'est le même métier. Un parcours suivi donateur et un parcours suivi consommateur, c'est somme toute assez proche. Donc, c'est un métier où il y a de vraies opportunités. Tout ce qui est financier, RH, DAF, contrôleur de gestion, on a énormément de demandes de la part de nos clients sur les profils en question. Poste de direction, on en fait quand même une bonne quarantaine par an. Et des métiers spécifiques à l'ESS, tout ce qui est plaidoyer. J'y reviendrai s'il y a des questions, mais c'est un métier assez proche des métiers de chargé des affaires publiques en termes de philosophiquement pas trop, mais en termes de métier, ça peut tout à fait se recouper. Et les métiers d'animation de bénévoles et tout ce qui est, mais c'est en lien avec Fundraiser, mais c'est autre chose parce qu'on est plus allé chercher des partenaires, les métiers assimilables aux commerciaux, aller chercher des partenaires. Est-ce que tu en vois d'autres, Jérôme, dans les métiers qui te semblent le plus Non, non, non. Là, les deux grandes tendances qu'on voit le plus, c'est enfin, je vais paraphraser ce que tu dis, mais c'est les dimensions, les métiers à dimension collecte de fonds. Et là, il y a une vraie passerelle pour les personnes qui viennent du secteur privé avec des compétences marketing, des compétences commerciales. Il y a des choses à faire. Et puis les secteurs, enfin les postes financiers, DAF, RAF, etc. C'est les postes sur lesquels il y a le plus de tension sur le marché du travail en ce moment. Ouais. Euh, quelles sont les opportunités d'emploi? Là, je sèche un peu. On a eu plusieurs clients là-bas, mais j'ai pas de réponse plus spécifique. Je sais pas si Jérôme t'a plus. Quelles sont les opportunités d'emploi dans le grand test du secteur? Non, là-dessus, malheureusement, on va pas réussir à vous donner vraiment des chiffres sur l'emploi en région. Ce qu'on sait, c'est que ça se développe. D'une part, il y a de plus en plus d'organisations, évidemment, enfin, qui sont partout, hein. C'est la diversité de l'ESS, c'est qu'elle est aussi présente sur tout le territoire. Il y a aussi beaucoup plus d'opportunités sur des postes
à 100% télétravail ou en grande majorité, donc avec des personnes qui travaillent dans des organisations, mais qui habitent dans d'autres régions. Mais spécifiquement sur le Grand Est, là, j'avoue, je n'ai pas de chiffres ou de données. Mais là-dessus, par contre, pour les questions régionales, vous pouvez aussi aller faire un tour sur les CRES régionales. Donc, les CRES, c'est Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc, ils ont un site par CRES, et donc ça vous donne un peu une idée de l'activité et du contexte pour chaque région. Quels sont vos conseils pour passer du secteur médico-social, personnes âgées dans l'ESS aux autres branches de l'ESS? Ma réponse, elle va être en fait pour tout parcours transversal dans l'ESS, où on a l'impression assez souvent que ce sont les candidats et les candidates qui n'osent pas trop aller dans une autre famille de l'ESS, alors que c'est plutôt plébiscité. Pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, qui est en gros, je prends un poste de directeur, directrice. Être directeur, directrice à 40%, c'est savoir gérer une équipe. 20% de plus, c'est savoir gérer un budget. Dans les deux, en fait, plus ou moins de la même façon de repérer la N-3 qui va pas bien et mobiliser l'équipe et faire gaffe aux prévisions budgétaires. C'est plus ou moins la même chose que dans le privé, en fait. Et après, on va avoir 20-30% de spécificité de l'économie sociale et solidaire, le lien avec les bénévoles, tout ce que j'expliquais, la discussion sur le projet sociétal. Et la vraie spécificité habitat social, insertion ou autre, c'est 10 à 25% du poste. Donc, si vous présentez votre profil comme un manager dans le secteur de l'ESS, un manager dans l'intérêt général, en envoyant ce type de message, dans ce cas-là, que vous veniez du médico-social ou dans d'autres secteurs, et il y a plein de choses que vous connaissez de fait pour ceux qui en viennent, de relations avec les partenaires publics, ou c'est plein de trucs tout bêtes, hein, c'est savoir quelles décisions sont prises par les élus, quelles décisions sont prises par les agents. Dans ce cas-là, effectivement, il y a de vraies opportunités. Combien de candidats en moyenne par poste publié? Ça, je pense, c'est plus toi qui sais. Ouais, ça va dépendre. Alors, bon, du coup, on passe un peu du coq à l'âne. Là, on est dans une période qui est plutôt favorable aux candidats, hein. Le marché du travail est en pleine mutation. Je pense que vous avez tous ou presque tous entendu parler de la grande démission qui touche énormément le secteur de l'ESS. Donc, pour vous donner une idée, je vais vous donner un exemple concret. En 2019, on avait diffusé un poste de chargé de partenariat pour une organisation plutôt reconnue, enfin dans son domaine. Le poste bien calibré, on avait reçu en 3 semaines à peu près 80 candidatures. C'est ça l'idée. On a fait le même poste en 2022, même poste, hein, mot pour mot, même organisation, c'était juste un remplacement. En 3 semaines, combien on a eu de candidatures? J'ai plus le chiffre exact, mais on en a eu 30. Donc en gros, on a à peu près entre 2 et 3 fois moins de candidatures les 2 dernières années sur tous les postes par rapport à il y a 4 ou 5 ans. Donc le marché du travail est quand même beaucoup plus à votre avantage. Il y a un type de poste principalement qui résiste un peu à cette baisse des candidatures, c'est les gros postes de direction d'association avec des rémunérations qui sont à 70 000 et au-dessus. Sur cela, il y a toujours pas mal de candidatures. Mais globalement, pour vous donner un peu une idée, sur les postes financiers, RAF, DAF, on va être entre 15 et 20 candidatures. Quand je parle de 15 à 20 candidatures, c'est des candidatures globalement éligibles. Quand je dis globalement, ça veut dire qu'on ne coche pas forcément toutes les cases, évidemment, mais des candidatures pertinentes et intéressantes. Sur des postes, par exemple, en communication, la communication, il y a beaucoup de candidats, on va être plutôt sur une centaine de candidatures. Mais en moyenne, on va être entre 40 et 50 candidatures à peu près par type de poste. Après, ça dépend de l'organisation, ça dépend de l'annonce, ça dépend du contenu, ça dépend du poste. Et ça fait partie un peu de ce qu'on vous dira tout à l'heure. Mais c'est à peu près ça l'ordre d'idée, entre 40, 50 candidatures à peu près par poste. Donc il y a de la place, il y a de la concurrence, mais il y a de la place quand même pour. Pour info, d'ailleurs, je rajoute un truc qui peut vous être utile. Vous pouvez multiplier les chiffres par 4 ou 5 quand c'est des grosses marques employeurs. Quand c'est de l'Amnesty, du Greenpeace, ça peut être, je crois qu'Amnesty, il y a longtemps, ils avaient fait 800 candidats sur un poste. Là, on est plutôt dans du 200, 250 et tout. C'est bon à savoir, c'est-à-dire plus l'ESS a un côté fascination et plus vous allez candidater chez une structure reconnue,
plus vous allez avoir de concurrents, concurrentes. C'est un truc à avoir en tête. Comment sont perçus les profils institutionnels fonctionnaires? On n'a pas énormément de fonctionnaires. Par contre, on va régulièrement débaucher dans les cabinets d'élus. Cabinet d'élus, assez souvent, notamment dans la relation avec une personnalité forte, on peut retrouver celle avec le président, présidente, dans la gestion de la gouvernance, dans pas mal de choses, on va retrouver des compétences qui nous intéressent. Donc, on débauche des gens de cabinet d'élus régulièrement. Vous devriez faire attention au risque de discrimination dans les choix de candidats, politique, religion. Francis, merci Francis, on fait attention, très attention même au risque de discrimination dans les choix de candidats. Pour être clair, on a pas mal d'orgas, on a le Secours islamique pour qui on a bossé, on a le CCFD chez les orgas catholiques, d'obédience religieuse d'une façon ou d'une autre, et on fait attention à ne pas rechercher des gens de la religion en question, mais à bien discuter avec nos clients. Ok, c'est quoi la compétence nécessaire? Des fois, ça va être une bonne connaissance du fait religieux, ce qui ne veut pas dire que vous êtes de la religion en question, mais vu que c'est un sujet, vous pouvez en discuter, ou des bénévoles catholiques, ou de ce genre de choses. Des demandes sur les postes de management de transition, on en a, j'ai l'impression, tu compléteras Jérôme, de plus en plus, et on a une offre sur le sujet. C'est quelque chose qu'on a toujours poussé chez nos clients. Ouais, ça se développe de plus en plus, à la fois nous en termes de demande, mais également en termes d'organisation, parce que bah, il y a pas mal d'organisations qui sont dans une démarche de conduite du changement ou dans des démarches où parfois c'est simplement pour un projet particulier. Et le SS s'ouvre de plus en plus à cette dimension-là. Avec le management de transition, il y a aussi pour moi, par rapport à d'autres postes, une ouverture aux personnes qui ont eu des expériences dans le privé plus importante que sur d'autres postes. Donc, ça peut être une clé. Et oui, il y a des besoins. Là-dessus, si vous êtes intéressé pour le management de transition, je crois que sur notre site, en fouillant quelque part, on a un formulaire pour vous inscrire. Si jamais vous le trouvez pas, vous nous envoyez un petit email à info@orientation durable et puis on vous le donnera par la suite. Avec deux questions d'affilée sur la transition. Le secteur public, On a déjà on répondu, je en a pense. parlé. Deux questions sur les expériences commerciales sans expérience fundraising. Et puis j'avais vu un petit peu après, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer là-dedans? C'est Ah, une bonne question. il y a Il y ma a question des... qui passe là. Ah, eh ben, il y a un micro qui est pas coupé. Si vous pouvez juste, désolé avec ça, mais si vous pouvez juste le couper parce que on est 73, donc si chacun parle avec le micro, on risque vite d'arriver sur une cacophonie. Mais oui, mais du coup, c'est votre question, on va y répondre. Euh, En fait, globalement, la collecte de fonds, il y a un travail qui est très documentaire, hein, qui est répondre aux appels à projets, qui est comprendre comment ça marche les subventions, qui aller voir, etc., pour récolter des fonds, l'AFD, etc. Donc parfois, sur cette dimension, on peut avoir des organisations qui vont freiner si vous n'avez pas une expérience dans le domaine et une vraie connaissance de cet aspect recherche de fonds. Par contre, sur toute la dimension partenariat, représentation, etc., bah, quelles sont les compétences qui sont demandées? C'est des compétences principalement relationnelles, c'est des compétences commerciales au sens propre du terme. Et donc là, c'est des choses qui peuvent justement bien se transposer. Si vous voulez aller plus loin et que vous voulez maximiser un peu les chances de votre côté, il y a aussi l'AFF, qui est l'Association française des fundraisers, qui propose des formations courtes. Je crois qu'ils ont même des modules de formation d'une semaine à 2 semaines. Alors, je connais pas du tout les modalités de prise en charge avec le CPF ou ce genre de choses, ni leurs tarifs, mais n'hésitez pas, si le métier de fundraiser vous intéresse, à aller voir sur leur site. Ils ont vraiment un grand catalogue et des retours que j'ai eus, c'est plutôt des formations qui sont assez intéressantes et qui apportent pas mal de contenu. Et ça, c'est des formations après que vous pouvez vachement mettre en avant dans votre candidature et dans votre profil si vous êtes intéressé pour des postes à dimension collecte de fonds. Quand on parle de collecte de fonds, il y a tout, hein. Il y a du marketing direct, donc là, plutôt pour de la collecte grand public et de masse. Donc là, c'est plutôt si vous avez des vraies compétences en marketing digital, par exemple, hein, en tout ce qui est web. Après, il y a les grands donateurs, où là, c'est plutôt après de l'individuel, la philanthropie. Donc,
renseignez-vous de ce côté-là, mais il y a des passerelles et il y a des besoins surtout. Donc plus il y a des besoins, plus j'ai envie de dire, il y a des passerelles qui sont possibles entre le secteur privé et les secteurs de l'ESS, quoi. Après, les passerelles, elles vont être quand même majoritairement pour les postes plutôt de chargés de collecte, de chargés de fundraising. C'est sûr que si vos aspirations sont de viser sur un poste de directeur de la collecte ou de responsable de la collecte, le niveau est un petit peu en dessous, et que vous n'avez pas d'expérience dans l'univers de la collecte, globalement, les associations et organisations vont peut-être être un peu frileuses d'avancer dans le processus avec vous si dans la partie du boulot, il y a du management de chargé de collecte que vous n'en avez pas fait après derrière. Donc, c'est aussi ça une des grandes questions quand on vient du privé et qu'on n'a pas d'expérience dans le monde de l'OSS, c'est aussi quel niveau de responsabilité vous attend dans le poste, quoi. Ça aussi. Je sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, 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 c'est ça. Il y a vraiment deux postes à l'intérieur de business développement. Il y a tout ce qui est deux postes assez différents, tout ce qui est marketing, connaissance des process marketing pour aller faire de la collecte de fonds en ligne ou de gestion des contrats avec les agences de street marketing, les petits jeunes que vous voyez dans la rue avec les t-shirts d'ONG. Et il y en a un autre, on a notamment qui correspond beaucoup plus à du commercial B2B, business to business. Je pense notamment aux postes qu'on a régulièrement du type GESAT, qui est un réseau des ESAT, donc d'ateliers de différentes productions faits par des handicapés qui permettent la réinsertion surtout la plus heureuse possible et la plus épanouie possible des personnes en question, et où ça va être le fait de convaincre des entreprises d'utiliser les acteurs ESAT comme fournisseurs. Donc il y a vraiment les deux, et je rejoins tout à fait le conseil de Jérôme, soit les formations du type FF qui sont courtes et pas chères, qui évitent de vous engager sur des masters un an. Je crois qu'il y en a même quelques-unes d'une demi-journée ou d'un truc comme ça. Et à minima, développer à fond votre culture générale du sujet. Ça peut être une bonne façon de viser ça. Sur les achats, on n'a pas énormément de demandes après nous. On est régulièrement sollicité par les acteurs de la RSE. Dans la RSE, on trouve plus de postes achats responsables. Et à chaque fois, on leur dit quel pourcentage des investissements annuels de la boîte représente ce que vous faites en RSE. Soit ils ne savent pas, soit c'est ridicule. Et pour des raisons éthiques, on n'y va pas. Donc, du coup, je pense que c'est cette raison-là qui fait qu'on n'a pas beaucoup de postes d'achat responsables. Isor, on vous pardonne pour le retard de connexion. Business développement, on en a parlé. Management de transition, on en a parlé. Turnover moyen des salariés dans l'ESS. Je ne saurais pas dire, Jérôme, tu compléteras, s'il est plus élevé ou moins élevé que dans le privé. Encore une fois, on parle de 10 à 15% des postes. On a vu, nous, un phénomène qui est en train d'être changé par la grande démission, qui était, depuis des décennies, il y avait toujours des petits jeunes, jeunes diplômés ou jeunes non scolarisés, qui avaient la vocation et voulaient à tout prix bosser dans l'ESS. Et après 3-4 ans, ils étaient assez déçus parce qu'on leur donnait pas assez, et à raison, ils partaient parce qu'on leur donnait pas assez de responsabilités. Mais il y a beaucoup moins cette génération de gens qui ont la vocation. Donc, ça a affecté le phénomène en question. On a régulièrement des postes leg, Amnesty notamment, on en a fait quelques-uns. Comme vous le savez, c'est vraiment un marché de niche parce que les études notariales sont privilégiées. Poste à mi-temps, temps partiel dans le médico-social, par exemple, pour les indépendants, Juste nos pour le, clients sont plus ouverts qu'avant. Vas-y. Juste pour la question d'avant, on a pas mal d'organisations qui ont du coup justement qui fonctionnent beaucoup avec les legs et on a pas mal, enfin régulièrement, on en fait 2 ou 3 par an, je pense, des postes à dominante, pas, pas sur la vente ou le immobilière, mais plus sur la gestion du parc immobilier finalement des différentes associations. Mmh. Donc plus une dimension responsable de travaux, c'est peut-être un grand mot, mais faire en sorte que les propriétés justement qui ont été léguées aux associations soient bien gérées et bien utilisées après derrière. Donc il y en a pas énormément, mais il y en a. Vas-y. Peut-on vous confier notre CV pour que vous nous recontactiez s'il y a correspondance avec vos offres? En fait, il y a 50 000 personnes abonnées à notre newsletter qui vont se positionner assez vite quand un poste leur correspond. Donc, on a moins cette démarche que d'autres ou pour des postes très ciblés,
de direction, management de transition, où on va chercher, généralement, on attend que les gens se positionnent. Là, on a la chance d'avoir une newsletter assez lue. Donc, les gens vont se positionner directement. Alors, j'en suis où? Ouais, je Est-ce peux que les postes en expliquer. communication à pourvoir? Vas-y. Non, je disais, si tu veux, on peut faire le lien sur comment on fonctionne nous. Comme ça, on parle un petit peu, on fait une pause des Ouais, questions. vas-y. Ouais. Hmm. Euh, Globalement, on va vous expliquer notre façon de fonctionner et elle est, enfin, vous pourrez en déduire aussi des modes de fonctionnement sur d'autres organisations. On a un fonctionnement, nous, qui est artisanal, mais au sens noble du terme et qu'on revendique et qu'on aime bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle de notre côté dans le cadre de l'analyse des candidatures. Donc, ça veut dire, enfin, comment on fonctionne concrètement chez nous? Quelles sont les différentes étapes? On diffuse toutes nos annonces le vendredi. C'est diffusé en priorité dans notre newsletter. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui ne sont pas abonnés, bah, faites-le. Comme ça, au moins, vous avez les newsletters, les offres d'emploi en primeur. Euh, L'idée ensuite, c'est de candidater. Alors, je vais répondre, parce qu'on me pose souvent cette question-là. Est-ce que j'ai quand même des chances d'être pris si j'ai pas candidaté dans les 24 heures? La réponse est oui. Globalement, si vous candidatez, allez, on va dire entre une semaine et 10 jours après la diffusion de l'annonce, vous êtes quasiment sûr d'être analysé dans notre première vague. Parce que 2 semaines après notre diffusion, on établit une première sélection qu'on envoie à nos clients, dans l'idée, quel que soit le type de mission qu'on a. Donc globalement, ça veut dire prenez le temps de lire l'annonce, prenez le temps de regarder si elle vous intéresse, prenez le temps de préparer votre candidature, prenez le temps de faire une lettre de motivation parce que oui, on a besoin de lettres de motivation. Et sur un poste où il y a 70 candidatures, si vous n'avez pas fait de lettre de motivation, bah, forcément, votre candidature, elle sera peut-être un petit peu moins bien traitée que quelqu'un qui a un CV équivalent et qui a fait une lettre de motivation. Donc, prenez le temps de travailler avant de nous l'envoyer et de candidater. Pour faire le lien avec la question qui a été posée, dans un premier temps, on va plutôt traiter les candidatures qui sont arrivées directement chez nous. Donc, si par contre les candidatures ne sont pas suffisantes par rapport aux attendus et aux postes demandés, là, on peut aller chercher dans nos différentes bases de données et aux personnes justement qui nous ont envoyé les candidatures. Mais la meilleure façon chez nous d'être pris en compte dans la candidature, c'est justement de candidater et de répondre à l'annonce. Autre question qu'on me pose assez souvent, bah, on a fait une super newsletter et puis il y a 3 postes qui vous intéressent en même temps. Est-ce que vous devez choisir lequel des postes vous intéresse le plus pour candidater? La réponse est non. Bah, on est dans un monde où on a le droit d'être intéressé par plusieurs missions, d'être ouvert aux différentes opportunités. Donc pour nous, chez nous, de notre côté, vous avez tout à fait la possibilité de candidater à 2 ou 3 offres en même temps, et même si elles n'ont rien rapport. Par contre, évidemment, si elles n'ont pas de rapport, bah, dans la lettre de motivation, justement, faut quand même justifier un peu le pourquoi vous candidatez. Mais nous, on va pas vous brider, et ça arrive de temps en temps qu'on ait des candidats qui soient finalistes finalement chez le client enfin, dans 2 postes différents, qui est la proposition dans les 2 postes différents. Et du coup, bah, c'est évidemment au candidat de choisir quelle mission, enfin, avec quelle organisation il va signer son contrat. Donc, ne vous bridez pas sur les candidatures. Dès que le poste vous intéresse, même s'il y en a 2 en même temps, même si vous êtes déjà avancé dans un autre process avec nous, on s'en fiche. N'hésitez pas à candidater à partir du moment où bah, votre candidature est justifiée et motivée. Euh, donc nous, on a un fonctionnement qui est humain, comme je le disais. Donc en fait, la personne qui sera en charge du recrutement, donc chez nous, c'est des chefs de projet qui sont tous expérimentés et avec une grande expérience dans le monde de l'ESS. Votre candidature sera systématiquement lue. Que vous ayez candidaté après 24 heures, que vous ayez candidaté après une semaine ou que vous ayez candidaté un petit peu plus tardivement, après 2 semaines, 3 semaines ou un mois si l'annonce est encore en ligne, on lira votre candidature, on ouvrira votre CV, on ouvrira votre lettre de motivation. C'est vraiment ce regard humain, nous, qui va primer chez nous sur l'analyse des candidatures. Après, on fait des sélections qu'on envoie aux clients. Donc, nous, on a déjà présélectionné des candidats. Le client, après, enfin, l'organisation fait son choix derrière. On avance, on discute. Parfois, on réactive des candidatures qu'on avait écartées au début. Puis parfois non. Donc, tout ça, ça dépend.
L'autre élément qui est important, c'est que on s'efforce de répondre à tout le monde, de vous tenir au courant. Malheureusement, parfois, il peut y avoir des petits ratés puisque c'est une action humaine. Mais généralement, c'est aussi que bah, c'est des mails qui sont envoyés de notre logiciel, donc parfois ça arrive aussi dans les spams. On essaye d'être le plus clair possible. Si malheureusement bah, vous avez été refusé sur certains de nos postes et que vous avez besoin de renseignements, de savoir pourquoi, envoyez-nous un petit email et on y répond. Généralement assez vite, pas forcément évidemment dans les 24 heures, mais dans les quelques jours qui suivent, on prend le temps d'y répondre et de vous donner quelques explications. Euh, voilà pour notre process. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, non, non. On peut reprendre on reprend les Techniquement. questions? Allez, donc quelle formation spécifique sur l'ESS les formations spécifiques qu'on recommande sur l'ESS, bah, j'ai envie de dire, ça dépend. Il y a des formations qui vont être de longue durée. Par exemple, on travaille souvent, alors c'est pas pour leur faire de leur pub, hein, mais on travaille souvent avec On Purpose, par exemple, qui est un programme qui accompagne les reconversions, mais c'est un programme d'une année. Il y a beaucoup d'autres organisations comme Mon Job de Sens qui vous proposent un accompagnement. Il y a des formations courtes, plus spécifiques sur les métiers, comme on en a parlé sur l'AFF. Donc, j'ai pas une réponse précise à cette question. Ça dépend vraiment du besoin et du temps que vous êtes prêt à consacrer dans ces différentes actions, quoi. C'est ça. Encore une fois, c'est vraiment 15% des emplois en France, donc il y a vraiment de tout. Si une façon de répondre, c'est expliquer que le SS n'est pas une vocation et le sens dans le travail n'est pas une vocation. Et ce qu'on va nous demander avant toute chose, c'est un ou une pardon, bon RAF, bon dire comme tel ou tel poste, ainsi de suite. Donc ça peut être effectivement, c'est plutôt cette logique que vous devez au besoin compléter par des formations. On peut proposer un peu une exception dans le sens où ils vont prendre, c'est gratuit, ce qui leur permet d'avoir une sélection super intéressante sur la qualité des profils. Ils vont prendre des gens qui ont plutôt un beau parcours dans le privé et ils vont leur proposer des missions CDD, 2 CDD de 6 mois, je crois, très forte valeur ajoutée, qui va leur permettre de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement. J'ai vu passer une question, pardon, il y a beaucoup de questions, donc on essaye de ne pas en rater. J'ai vu passer une question de la com. Oui, il y a beaucoup de postes de com dans le SS, autant quasiment que que dans le privé, mais les postes de com junior sont plutôt très fréquents chez nous ou ailleurs, hein. Euh, c'est Ah, une question l'Association qui... française des fundraisers. Pardon, vas-y. Non, non, c'était une question, mais vas-y. L'Association française des fundraisers, on nous redemande le nom de la structure plutôt très reconnue par le secteur pour les formations et l'une d'entre vous la connaît visiblement. On entend beaucoup parler de désillusion, de burn-out. Est-ce une réalité plus marquée que dans le privé? Il n'y a pas de chiffres à notre connaissance de comparaison des deux. Nous, ce qu'on a pu voir, on a fait un article là-dessus dans Alternative économique, c'est qu'il y a un burn-out spécifique à l'ESS c'est un secteur qui peut provoquer un sentiment d'appartenance très fort, parfois trop fort. Donc, du coup, quand ça se passe mal, bah, c'est plus dur pour la personne, l'espèce de rupture qu'il peut avoir. La personne, beaucoup de gens qui bossaient dans l'ESS se définissent comme ça auprès de leurs amis. Et donc, les burn-out peuvent être plus durs parce qu'il y a plus de choses auxquelles renoncer. On aime beaucoup certains de nos clients, je pense à l'ancienne RH d'Ares, notamment dans l'insertion, qui faisait très gaffe à ça et qui disait aux salariés, qui conseillaient. Pardon, j'ai fait une fausse manip. Je crois que j'ai désactivé ton son. Tu m'excuseras. Ça y Je est, t'en c'est bon. prie. Et on aime beaucoup les RRH qui font gaffe à conseiller aux salariés de ne pas s'investir dans du bénévolat qui soit trop proche en termes de métier de leur bénévolat de salariés. On en est où? Donc des formations, on en a parlé. Est-ce que vous avez des postes de montage de projet from scratch ou responsable de projet? Oui, 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 bah, il y a beaucoup de postes de chargé de projet, de responsable de projet. Euh, oui, enfin, je vois pas trop quoi rajouter de plus si tu as, des éléments, mais oui, Non, oui, c'est des postes très réguliers, ouais. et on a des projets de temps en temps, si c'est comme ça qu'il fallait qu'on comprenne, from scratch, c'est-à-dire où il faut créer, pas si fréquent, hein, 2, 3 par an, moi je les vois parce que je les trouve assez passionnants, où il faut vraiment créer la structure, monter l'équipe, ainsi de suite. On peut avoir ce type de projet aussi. Euh,
petite question sur la RSE. Donc, on va vous en parler très brièvement parce qu'on ne fait pas, nous, de post RSE. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire dessus sans qu'on rentre dans un débat de 20 minutes? Bah, en fait, il y a encore des débats en cours. Il y a une loi ESS qui détermine tout ça. Mais les postes RSE au sein d'acteurs de l'ESS, dans le sens coopérative, association, sont pas si fréquents. En réalité, c'est plutôt des postes qu'on trouve soit au sein d'agences de conseil, il y a Utopie notamment qui est très reconnue parmi les agences de conseil pure player du secteur, soit au sein d'entreprises. Donc, est-ce que c'est de l'ESS ou non? Certains vont considérer que on est dans l'ESS en fonction du type de structure. Donc, c'est uniquement les associations, c'est uniquement les coopératives qui vont être considérées comme faisant partie de l'ESS. La lettre La de lettre, motivation n'est plus manuscrite, rassurez-vous. Par contre, mais vous pouvez effectivement, toujours. il y a beaucoup de secteurs où ça se fait plus. Nous, on en a besoin et c'est demandé dans l'ESS. C'est couplé au fait que c'est encore un secteur où il y a des êtres humains qui lisent et où les cultures de travail sont assez importantes. Donc, du coup, il y a un vrai besoin des lettres de motivation. Mais rassurez-vous, dactylographie et pas manuscrite. Les expertises RH les plus recherchées, là, je pense que tu peux répondre. Notamment, il y a eu pas mal de postes là-dessus en Ouais. relation sociale. Là, pour le coup, on va être typiquement sur les mêmes types de postes qu'on peut voir dans le secteur privé, hein. La gestion RH d'une association, on va être sensiblement la même, avec les mêmes problématiques que dans le secteur privé. Donc, on va avoir aussi bien, par exemple, pour vous donner des exemples concrets, en ce moment, on a un poste de DRH qui est vraiment un poste structurant, avec une politique RH un peu à l'ancienne dans l'organisation qu'il faut remettre au goût du jour. Vendredi, on va diffuser une offre de développement RH où il faut vraiment mettre en place la politique de recrutement en gros de l'association. Après, on va avoir dans les plus grosses structures des postes de responsables de relations sociales. Parce que bah, il y a des vrais sujets évidemment de relations sociales dans les associations et les organisations. Il y a aussi de plus en plus une dimension de développement des compétences. Euh, Après, ça va dépendre. Dans les plus grosses structures, évidemment, il peut y avoir trois ou quatre ou cinq personnes au niveau des RH. Et donc là, il y a des postes un peu plus larges. Mais souvent, quand même, on a des organisations qui vont être à deux maximum au niveau des RH. Donc, c'est des postes très polyvalents et qui nécessitent justement d'être pas forcément expérimentés sur tous les domaines, mais être capable de s'adapter aux différents domaines et d'avoir des postes assez généralistes. Donc plutôt généraliste quand même, si je réponds sur la deuxième partie de votre question. Si les deux, trois offres qui nous intéressent sont chez le même employeur et que notre profil correspond. Non, je pense pas. Moi, je suis assez nouvelle vague là-dessus. Je crois pas trop au côté je suis un candidat désespéré parce que j'ai relancé rapidement, parce que j'ai candidaté 2 heures après la diffusion de l'annonce et parce que j'ai postulé à trois postes au niveau de l'organisation. Après, ça va évidemment dépendre de la personne qui est en face, hein, et du recruteur. C'est toute la beauté du recrutement, c'est qu'il y a une partie d'incertitude qu'on peut pas mettre, enfin qu'on peut pas quantifier. Euh, mais non, à partir du moment où vous expliquez ou vous justifiez pourquoi vous candidatez, pour moi, c'est pas un frein. Un vivier de candidats en dehors des annonces, oui, mais plutôt en deuxième niveau, comme on le disait. D'abord, on traite les candidatures qui arrivent et en fonction des candidatures, on va aller chercher des compétences qui n'ont pas forcément été visibles lors de notre première lecture. Mais comme on le disait avant, la meilleure chance d'être sélectionné chez nous, c'est de faire la démarche de candidater. Des postes à mi-temps, temps partiel dans le médico-social. Ah bah désolé si c'est une relance, on est possiblement passé à côté. Alors spécifiquement au médico-social, j'ai pas l'info, mais globalement oui, et ça fait partie des quelques évolutions qu'on peut voir depuis quelques années. C'est une flexibilité du travail qui est de plus en plus importante dans le monde de l'ESS. On voit de plus en plus d'organisations qui vont ouvrir les postes selon les possibilités évidemment, parce que c'est pas toujours le cas, mais qui vont ouvrir les postes à du temps partiel, que ce soit du 4/5e, que ce soit du 3/5e, qui vont ouvrir à une forte part de télétravail, qui vont ouvrir
à la semaine de 4 jours, par exemple, qui vont ouvrir à un mode de fonctionnement un peu plus hybride, c'est-à-dire que on va s'éloigner du côté 9h-18h et finalement où les salariés gèrent un petit peu eux-mêmes leur planning et leur emploi du temps à partir du moment où la mission est lancée. Après, ça, c'est des choses qui sont visibles surtout sur les postes sièges, fonction support, bureau. Évidemment, dans le médico-social, la flexibilité du travail, quand on est dans un établissement et qu'on est au contact de justement des personnes avec lesquelles on travaille, bah, c'est sûr que là, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, pour des indépendants, oui, c'est souvent lié parce qu'il y a pas mal de postes où on les propose en 3 ou 4 cinquièmes parce qu'on a des candidats qui sont intéressés par avoir une activité à côté propre, que ce soit une activité personnelle ou que ce soit une activité professionnelle. Je sais pas si tu veux compléter, Jean-Philippe. Non, 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 je suis assez d'accord. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture, mais il y en a de plus en plus, notamment le médico-social, c'est l'un des plus touchés par la grande démission. Donc, quand c'est pas nécessaire du côté présentiel, on voit de plus en plus d'ouverture, même dans le médico-social qui n'était pas le plus ouvert au départ sur le temps partiel ou sur des indépendants, tout ça. On part de loin, mais c'est mieux. Pouvez-vous nous parler des métiers du plaidoyer? On vous invite pour pouvoir répondre à tout le monde. Le plaidoyer, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est ce que j'ai fait avant Orientation durable, entendons-nous bien. Et on vous invite à regarder sur le site. On a répondu à 2 interviews. Les deux durent 10 bonnes minutes. C'est quoi un chargé de plaidoyer junior? C'est quoi un chargé de plaidoyer senior? Vous parliez pour les formations d'un organisme qui propose des CDD chez les acteurs de l'ESS. Il s'agit de On Purpose, O-N, plus loin, Ouais. P-U-R-P-O-S-E. Euh, Je Est-ce que vous précise juste valorisez de la qu'il même façon? Vas-y. je précise juste que On Purpose, c'est pas un organisme c'est pas, qui propose du travail, hein. C'est une formation et qui propose un accompagnement justement à la reconversion du secteur privé vers l'ESS. C'est plus que juste proposer des CDD. Mais par contre, dans leur formation, ils ont 2 périodes de CDD de 6 mois auprès d'acteurs de l'ESS. Alors, les expériences en finance issues du public et celles du privé, oui et non. Oui, parce que la réalité du marché fait que globalement, il y a tellement peu de candidatures sur les postes de DAF et de RAF que les organisations, qu'elles le veuillent ou non, sont bien obligées de considérer les personnes ayant un parcours du privé. Donc, les expériences sont valorisées de la même manière. Le frein qu'on peut avoir parfois dans ce type de cas, c'est la connaissance notamment de la comptabilité publique, par exemple, en fonction des organisations, et la connaissance du mode de fonctionnement des subventions. C'est parfois ce qui peut être un frein quand on a un parcours 100% privé, pardon, et qu'on cherche à travailler dans le secteur de CES. Je suis d'accord. Et là, pareil, la façon dont potentiellement ça peut être rattrapé, mais des fois ça marche pas parce que le fait de rédiger des demandes de subvention, des reporting est trop spécifique. C'est le fait à minima de développer sa culture générale à fond, pardon, et de la mettre en avant dans la lettre de motive, Mm. sa culture générale du sujet. Quelle est la longueur acceptable d'une lettre de motivation? Alors, super subjectif. Je ne sais pas si Jérôme sera pareil. Moi, je dirais une page et demie. Quand il y a une page et demie, il faut qu'il y ait une bonne raison. Ouais, une page et demie, il faut vraiment qu'elle soit qui ait quelque chose à raconter, quoi, qu'elle soit particulière et sur un sujet particulièrement précis. Après, une page, c'est bien, ça suffit, hein. Il faut par contre la personnaliser et juste changer le nom de la structure. On le voit, hein. On le voit quand vous essayez juste de nous faire croire qu'elle est personnalisée, mais que non. Donc, faites l'effort quand même de mettre un petit paragraphe sympa. Après, par contre, la logique qu'on apprend à l'école et qui était à l'ancienne avec 3 paragraphes, je, vous, nous, celle-ci, elle est plus forcément d'actualité. Enfin, elle est plus d'actualité. Si vous êtes à l'aise là-dedans, faites-le évidemment, mais vous avez tout à fait la possibilité de déstructurer une lettre de motivation. Ce qui compte, c'est de comprendre en fait pourquoi vous avez candidaté sur cette organisation-là, qu'est-ce qui vous intéresse, et puis quelles sont les expériences et compétences que vous avez qui peuvent intéresser la structure et en lien avec ce poste-là, quoi. Est-ce que le SS recherche des chefs de Est-ce que le SS recherche des chefs de projet web? Très, très souvent, à mon sens, il y a un lien avec le fundraising sur Internet quand il y a un chef de projet web ou une chef de projet web qui est recherché. Acceptez-vous les candidatures spontanées pour les stages?
Structurellement, on a eu pendant un petit moment, mais ça fait 4-5 ans qu'on n'a plus de stagiaires. On les accepte. On a parfois des gens qui nous proposent des stages à orientation durable, mais avec un projet précis. On avait eu la dernière qu'on avait pris, je crois que c'était une journée par semaine pendant 2 mois autour de l'évolution du marché du travail. Nous, on était en pleine réflexion sur la grande démission. Et donc, elle a fait son stage chez nous, mais en tout cas, on a structurellement, il faut vraiment que ce soit un projet précis qui nous correspond pour qu'on bosse dessus. Après, vous pouvez toujours candidater à info@orientationdurable.com, pardon, on répond toujours. Ah, une question importante, quel est le pourcentage des postes en codir visible, c'est-à-dire faisant l'objet d'une annonce par rapport au marché invisible dans le l'ESS? Jérôme, tu me donneras ton avis. Il y a très peu, à l'exception des fondations, il y a très peu de marchés cachés dans le SS. Malheureusement, assez souvent, quand les gens disent qu'il y a un marché caché, c'est que les offres n'existent pas ou sont peu développées. Les fondations, c'est plus le cas, pour une raison toute bête qui est déjà une bonne partie des fondations sont les fondations d'entreprise. Donc, assez souvent, c'est soit quelqu'un de la boîte qui fait des pieds et des mains depuis 10 ans pour rejoindre la fondation, soit quelqu'un de placardisé. Donc, il y a une bonne partie qui sont pris. Vous rajoutez les fondations familiales, du coup, par définition, les postes ne sortent pas. Mais à l'exception, moi, j'ai plutôt l'impression que les postes sont publiés d'une façon ou d'une autre dans le SS. Des besoins dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Ouais, il y a des acteurs comme les boutiques de gestion qui sont spécialisés sur le sujet. Et bien sûr, mais on parle plus du public, mais on bosse un peu avec eux. On est sur le développement international d'OD en ce moment. Il y a Business France qui fait ce boulot qu'on trouve plutôt pas mal d'ailleurs. Dans quelle mesure la taille de la structure a un impact sur les rémunérations selon vous? Pour moi, oui. Jérôme, je ne sais pas ce que tu en penses. Les gros à la Euh, SOS, tout ça. ouais, ouais, ouais. Après, c'est. Oui, il y a une. Alors, il faudrait qu'on regarde le baromètre. Donc, sur les salaires, d'ailleurs, vous pouvez télécharger notre baromètre des salaires. Je pense qu'il y a l'info dessus. Oui, après, ça va plus être sur les postes comité de direction quand même, à la différence. Sur les postes juniors et responsables, on est sensiblement sur les mêmes lignées. Par contre, dans les plus grosses structures, quand on arrive sur des postes de direction, là, on voit une différence. Par exemple, un DAF, généralement, va être mieux payé dans une structure à 250-300 salariés que dans une structure plus petite à 50-60 salariés où il sera un DAF, mais en même temps, un DAF sans RAF en dessous. Enfin, je veux dire, avec une vision très opérationnelle. Donc, à chaud comme ça, j'aurais tendance à dire que oui, plus la structure est grosse, plus les postes de direction vont être mieux rémunérés, mais sur les postes de chargé et de responsable, on va avoir moins cette différence. Yep. Bon, on voit le bout, ça tombe bien, on arrive à la fin. Y a-t-il des sites web recensant des grands acteurs de l'ESS? Il y a l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale. Il y a ESS France et les CRES, je pense, qui est peut-être Ouais. le plus pertinent pour avoir l'ensemble des familles de l'ESS. Il me semble qu'on est bon. Merci pour toutes ces informations très complètes. Merci à vous, Nassi. Merci pour cet échange, Eloï. Merci également, Eloï. Du coup, bah, si vous avez encore quelques ultimes questions, c'est le moment. Et puis, si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez nous les envoyer. Comme je le disais avant en introduction, on essaye de répondre à tout le monde. L'effort salarié réfléchi et assumé est-il favorable? J'ai déjà eu un refus de la part du NESUS car mon engagement en termes de sobriété salariale faisant craindre un sentiment d'injustice. Là, je vous suis pas. Tu Ouais, l'as, moi non plus, j'arrive pas à Franchi? comprendre. D'après vous, l'argument de l'effort salarial réfléchi et envisagé est-il favorable? J'ai déjà eu un refus, car mon engagement en termes de sobriété salariale faisait craindre un sentiment d'injustice par rapport à d'autres collaborateurs. Ouais, si vous pouviez reformuler, je suis désolé. Ouais, Ruben, on l'a pas. C'est nous, hein. Sinon, je crois qu'on a, à part celle-ci. Si on a oublié une question, n'hésitez pas Ah, non plus. est-ce favorable de dire je suis prêt à gagner moins? C'est pas la tendance.
La tendance est justement d'avoir des rémunérations qui sont en lien avec le poste, avec le marché. Je vous cache pas que je me souviens pas qu'on ait forcément eu beaucoup cette question en disant votre fourchette est trop élevée, est-ce que je peux avoir un peu moins? Euh, Ouais, non, c'est ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Nos clients comme nous, on fait gaffe à ce que les gens, ils puissent pas seulement être la bonne personne qu'on embauche, mais la bonne personne qui est bien, qui est épanouie sur 3, 5, 7, 10 ans, des fois. Donc, le fait de faire gaffe à ce que soit il n'y a pas d'effort salarial, soit il y a un effort salarial qui est réfléchi, c'est quelque chose auquel on va faire très attention pour éviter un espèce d'effet de fascination qui ne dure pas de l'ESS et de besoin de sens. Pour info, on a énormément de candidats qui, en fait, au bout de 6 mois, changent d'idée, ce qui est super humain et super compréhensible. Je viens de voir une autre question qui est est-ce que vos clients répondent à tout le monde? Nous, en tout cas, on répond à tout le monde. On en est assez fiers. Comme le disait ouais. Jérôme, à la fois, on informe tout le monde du suivi, à la fois, quand il y en a certains qui nous demandent sur info, avec, grâce d'ailleurs à nos chefs de projet, j'ai vu qu'il y en a deux, trois qui nous suivent, on leur répond. Le vivier, si votre consultation de votre vivier de candidat arrive en second plan, quelles considérations portez-vous aux candidatures spontanées? C'est un peu pareil que le vivier. En fait, nous, 97% de nos offres sont affichées. Donc, en fait, pour nous, le plus simple, c'est que vous puissiez consulter les offres. Quand il y en a une qui vous intéresse, vous candidatez. Si vous nous envoyez une candidature spontanée, potentiellement, en fonction de vos compétences, on peut vous intégrer dans notre vivier. J'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un peu ça. Et donc, comme je le disais, on ira chercher en second niveau. Donc, vraiment, candidater. C'est vraiment la meilleure façon. Certaines offres demandent des diplômes spécifiques en gestion d'associations ou ONG. Nous, on le voit assez rarement sur les diplômes. C'est globalement sur l'ensemble de nos annonces, il y a quand même une très grande ouverture. C'est plus un niveau d'études qui est demandé qu'un diplôme spécifique. Et je pense que dans l'ESS, en tout cas nous, en tant que recruteurs, on valorise énormément les expériences bénévoles, que ce soit de direction d'assaut comme vous, ou que ce soit de bénévoles très opérationnels. Et souvent, parfois, c'est pas bien mis en avant sur le CV. C'est-à-dire que souvent, c'est une petite ligne qui est en bas à gauche du CV, bénévole pour telle association. Et c'est dommage parce qu'on peut passer à côté, parce que bénévole pour une association, ça veut tout dire. Ça peut être avoir été bénévole logistique une fois par an au séminaire de l'association, comme ça peut être intervenir une fois par semaine. Donc les expériences du bénévolat dans le SS, c'est très valorisé. Donc si c'est du bénévolat de compétences que vous avez fait, mettez-le bien en avance dans les CV. Donc il n'y a pas forcément une passerelle ou une VAE à ma Je suis connaissance super là-dessus. Enfin, il doit y d'accord. avoir des N'hésitez pas VAE, même, mais mm. je suis très d'accord avec ce que tu dis. N'hésitez pas même à faire un rebond là-dessus dans la lettre de motivation. Le fait de dire avoir bossé avec un groupe de bénévoles m'a apporté une meilleure. S'il y a des bénévoles à gérer dans la structure, le fait de bosser avec un groupe de bénévoles m'a apporté une vision de la façon dont ça Ouais. fonctionne, quoi. Ouais, question après, enfin, question remarque assez importante sur les salaires. Beaucoup d'offres sans indication de fourchette de salaire, donc difficile de se projeter. Nous, c'est quelque chose qu'on prend en compte et on a à cœur et on échange énormément avec toutes les organisations sur la nécessité d'être transparent, pas juste sur les salaires, mais sur l'ensemble des conditions de travail. Donc, je pense que, alors, j'ai pas fait les stats, mais je pense que chez nous, on doit avoir 9 offres sur 10 où tout est précisé, et notamment le salaire. Pour les offres que vous voyez ailleurs sans salaire, il y a différents outils, il y a différentes études, que ce soit notre baromètre, mais il y a d'autres études aussi sur les salaires. Comme ça, vous pouvez un peu piocher et comparer pour arriver à vous positionner. Mais oui, nous, on est 100% d'accord avec vous et c'est pour ça qu'on milite beaucoup auprès des organisations pour une transparence. Et j'ai un doute, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais on n'est plus que 55, donc vous m'en voudrez. Mais il me semble qu'il n'y a pas un projet de loi ou bien c'est passé justement sur une obligation d'informer ou de communiquer préalablement là-dessus. J'ai un doute. Peut-être que je dis une grosse connerie, mais je vais vérifier. La durée moyenne d'une mission de Écoute, recrutement, c'est en gros, c'est 2 mois de process au total. Généralement, c'est à peu près ça l'idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous candidatez, 2 mois après, vous êtes recruté, dans l'idée.
Et pour compléter sur les salaires, ce qui peut marcher parfois quand donc plutôt ailleurs que chez nous, il y a une offre sans salaire, c'est le fait d'envoyer un petit mail pour demander le salaire en question. Pour une raison toute bête, c'est qu'assez souvent c'est de l'interne. Il ne faut pas que ce soit publié pour éviter que les autres gens en interne disent mais pourquoi lui il a un tel le nouveau poste, ainsi de suite. Donc ce qui est jouable parfois, c'est d'envoyer un mail en demandant poliment puis-je me permettre de vous demander si l'information est disponible. Parce que je suis 100% d'accord avec vous, avec Jérôme et tout, c'est super lourd de la part des recruteurs de demander aux gens de passer du temps à faire un CV ou une lettre de motivation sans savoir si ça Les, sert à quelque chose, parce que ça se trouve, le salaire est en dessous. les services Marie-Josée, civiques. ouais. Ouais, les services civiques à mettre en avant dans les candidatures, bah ouais, c'est pareil, hein, les services civiques, bah, il y a une mission derrière, il y a des actions, il y a des compétences qui sont mises en place, il y a c'est un job, hein, enfin, c'est pas le même statut qu'un contrat, un CDD, CDI, mais oui, oui, bien sûr, c'est une mission, donc il faut la mettre en avant. Dans quelle mesure vous regardez les CV laissés sur votre site sans envoi suite à une offre? Site sans envoi suite à une offre. Alors, si je comprends bien la question, c'est un peu pareil, c'est les CV spontanés finalement. Bah, pareil, c'est plutôt en deuxième niveau. Voilà, donc Marie-Josée confirme qu'il y a une obligation sur la transparence salariale, donc c'est plutôt bien, on y arrive. Et Adeline nous donne même les références de la directive européenne, au plus tard le 7 juin 2026. D'accord, bon, mais il y a un petit peu de temps. Et une obligation d'affichage de salaire. Bon, bah voilà, au moins, ouais, j'étais pas si mal, hein, j'ai pas dit trop de conneries quand même. Bon. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. Euh, Bah, c'est sûr que par rapport à un poste, si vous avez développé dans une mission de bénévolat des compétences particulières ou que vous avez fait un bénévolat de compétences et que c'est en lien avec le poste sur lequel vous postulez, évidemment qu'il faut le mettre en avant. Mais pour moi, c'est plus tous les types de bénévolat parce que ce qu'on va regarder, c'est deux choses. C'est d'une part les compétences qui ont été mises en avant pendant cette expérience-là, justement, de bénévole. Mais c'est aussi le fait que bah, vous ayez une connaissance du secteur, une connaissance du monde associatif, une connaissance de l'environnement, un engagement, une implication. Donc, c'est toutes les expériences de bénévolat au sens large. Je pense Bon, qu'on est bon. ben, merci à vous. Donc, on nous a demandé de l'enregistrer. Donc, on va tenter de enfin, de le mettre à disposition. Si vous avez d'autres questions, bah, vous nous les posez directement par email, on y répond. Et puis à bientôt pour d'autres rencontres, des candidatures peut-être, ou présence à différents événements. Merci à vous. Merci. Au Au revoir. revoir.